je suis Vincent Mardel et je suis le... Oui, superbe. Voilà. Et je suis donc le directeur du BRGM en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas un chercheur. La recherche n'est pas que le fait forcément des chercheurs. La recherche peut être aussi dans des établissements publics comme le BRGM est le fruit en fait d'une collaboration que l'on a avec les acteurs locaux, qui sont en l'occurrence dans le cadre de ce projet un acteur très important ici qui s'appelle le CNRT, le Centre national de recherche technologique sur le nickel, qui finance un certain nombre d'études. Et celle que je vous vais présenter est un projet issu et proposé au départ par le CNRT. Alors, ce projet va vous parler de trois choses, de géophysique, de massif de péridotite et de gisement latéritique. Alors, c'est complexe, et j'ai vu que dans l'auditoire, on a tous les types d'auditoires. On va dire de géophysique. Qu'est-ce que c'est que la géophysique? Eh bien, c'est une radio, plutôt qu'une piqûre. Je pense que tous les enfants ont déjà eu l'occasion d'avoir une radio ou une piqûre. Je ne sais pas ce que vous préférez. Mais la radio, ça a quand même un côté sympa, on ne touche pas au sol. Donc déjà, première chose, dans le domaine de la mine, on met en place de nouveaux outils qui sont des outils non invasifs. On n'altère pas, on ne modifie pas les terrains. Socialement, écologiquement, c'est très intéressant de savoir qu'on peut comprendre et connaître sans faire des trous systématiquement. Mais il faudra quand même des trous au bout. Qu'est-ce que c'est qu'un massif de péridotite ? En Nouvelle-Calédonie, eh bien, en fait, je vais résumer parce qu'il y a des géologues dans la salle qui vont hurler, mais grosso modo, le fond de l'océan est venu recouvrir le continent. Et ce fond de l'océan était composé de roches bien particulières, des roches vertes, qu'on appelle des ophiolites, et elles vont s'altérer. Elles vont tout doucement, sous l'influence du climat, pourrir, en quelque sorte, se transformer. Et se transformer pour faire un gisement de type latéritique. Alors, je ne savais pas comment le représenter, alors j'ai parlé du muesli du petit déjeuner. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand j'ai du muesli le matin au petit déjeuner, je commence à manger tout, sauf les noisettes, et je mange les noisettes à la fin. Eh bien, le gisement de latérite, c'est un peu ça, quelque part, le gisement dans la latérite. Le nickel était présent dans l'ophiolite. Il a toujours été présent. Simplement, pour qu'il soit en concentration suffisante, il a fallu enlever les petits grains autour, enlever ce qui était autour du nickel pour le concentrer. Et le gisement de latérite, c'est ça. C'est une concentration en métaux à partir simplement du départ de ce qui entourait, en quelque sorte, ces matériaux. Donc le gisement de type latéritique, c'est un gisement qui se met en place après une altération. On va résumer rapidement. Je vous disais que ce projet a été fait dans le cadre du CNRT. Il fallait que je mette le logo, c'était la moindre des choses. C'est un projet assez novateur parce qu'on n'avait jamais appliqué la méthode dont je vais vous parler sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. On l'avait appliqué dans d'autres domaines. C'est un projet qui va parler de recherche fondamentale et dans la salle, je vois la jeune docteure qui présentera et soutiendra sa thèse le 23. Et je vous invite à tous être présents parce que cette thèse est un travail remarquable. Et ce travail remarquable, il a une déclinaison chez les industriels et notamment les industriels de la mine en améliorant quelque part et leurs connaissances et leurs pratiques. Qu'est-ce qu'on va investiguer? On va investiguer les massifs de péridotite. C'est les grosses taches vertes que vous voyez sur cette carte. Bon, je les ai entourées pour qu'on les voit mieux, parce qu'il n'y avait pas que du vert au niveau des formations. Il y en a à peu près partout sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Ces ophiolites ont été systématiquement étudiés sur le secteur du Koniambo, dans la province nord, sur le secteur du Boulinda et sur le secteur du Massif du Sud. Je ne sais pas si l'image est belle. Oui, ça va, on voit les images. Avec des points colorés qui sont les sondages que faisaient les mineurs, et puis vous devinez peut-être ces lignes blanches qui sont les lignes de vol de l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'a fait ce projet? Eh bien, il a d'abord cherché à répondre à une question. La question fondamentale sur le projet, c'était le verrou scientifique. Ça voulait dire qu'est-ce que l'on devine, mais pour lequel on n'a pas encore apporté une réponse. On avait déjà une connaissance intuitive, informelle de ces formations. Les mineurs, ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus. Mais ce qu'on ne savait pas exactement, c'est quelle est la relation que l'on avait entre la structuration de ce massif d'ophiolites, donc la manière dont elles se sont placées sur le territoire, et la manière dont l'altération a constitué les gisements. Et cette relation entre la géométrie et les gisements, c'était ça, la question fondamentale à laquelle a répondu Marion Isepi, donc notre jeune thésarde, dans le cadre d'une thèse qui était co-encadrée BRGM et Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est donc à ce titre que je suis là. Donc voici Marion et voici très rapidement
je synthétise, mais ce qu'elle a montré, c'est la structuration du gisement avec ce massif d'ophiolitite que vous voyez vert, très important, sur lequel va se mettre en place une altération et on va voir apparaître ces objets rouges, voire vert pâle, qui sont en fait le régolithe, c'est-à-dire le produit de l'altération, et qui contiennent le gisement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans le détail pour les voir de manière informelle grâce à l'hélicoptère, parce que c'est quand même le titre de la présentation? Eh bien, on envoie un hélicoptère qui vole à une altitude constante et qui va générer un courant électrique dans une boucle qu'il transporte. Alors on la devine, elle est là, la boucle, et on génère un courant électrique qui produit un champ magnétique. Et ce champ magnétique est envoyé vers le sous-sol. Et puis on l'arrête et on écoute la réponse. Et en fait, le sol va produire une réponse à ce signal envoyé. C'est un peu, si je voulais schématiser pour nos amis les plus jeunes, on va envoyer une balle contre le mur et on va regarder comment cette balle revient. Et systématiquement, on va regarder comment la balle revient en fonction, en quelque sorte, de la force avec laquelle on l'a lancée. Ça veut dire en fonction de la profondeur qu'on va investiguer. Donc on va avoir une réponse assez simple, voilà, une série de points en fonction d'une profondeur. On est descendu à 450 mètres, c'est-à-dire qu'on a quand même une belle représentation du système. Et puis, tous les 5, 10, 15, 20, 30, etc., on a obtenu une mesure. Et voici le profil type d'une mesure électromagnétique. Alors, présenté comme ça vous dit rien. Il faut que je la cale avec de la géologie. Et en fait, cette mesure, elle représente ce que l'on connaît, la fameuse terre rouge qui vous a été citée tout à l'heure, qui est l'altérite rouge que vous connaissez et qui est sur le territoire, et la partie supérieure de ce profil d'altération. Eh bien, elle répond avec une certaine forme sur le signal. On a réussi à le caler. L'altérite jaune, ou ce qu'on appellera plus loin la saproque, c'est-à-dire la fraction un peu plus grossière, qui contient souvent le nickel, eh bien, elle a une réponse particulière, jusqu'à la roche saine, massive, qui a une réponse type, qui est la roche qui présente le plus de résistivité. Donc voilà ce qu'a été la campagne d'acquisition, une mesure indirecte de la résistivité des sols et du sous-sol que l'on a calé avec de la géologie. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne, ce type d'outil? Ça donne des jolis blocs diagrammes. En voici un. Alors, d'abord de la géologie, ensuite les fameuses épaisseurs que j'ai mesurées dessous, et puis on va faire un zoom. Un deuxième bloc, les épaisseurs, et on fait un zoom, et on observe ce profil d'altération que le sondage héliporté a montré. J'ai toujours pas fait un seul trou. Je vous ai montré des données sans les trous. C'est superbe. Et voilà. On reste en géologie, on reste dans des moyens de géophysique, tant que vous ne ferez pas de véritables trous pour savoir si le signal de l'hélico correspondait à une chose tangible, on n'aura pas tous les résultats. Mais au moins, grâce à la technique des sondages héliportés, on va réduire les territoires sur lesquels il sera nécessaire de faire des trous. On ira faire des trous ici, pas ici, où il n'y a pas suffisamment d'épaisseur. Donc on va optimiser, lorsque c'est possible, les sondages. On va réduire leur impact au sol, on va réduire l'empreinte de la recherche du gisement sur les massifs. Quelques exemples. Alors là, je croise les doigts pour que ça marche. Ça marche. Regardez un exemple rapidement. Alors si ça marche, si ça marche. Il se charge en général. Oui, il se charge. Ah, il y a deux écrans. Vous avez une technique pour projeter les deux écrans? Non. Zut, j'ai une représentation sur un écran et pas sur l'autre. Je vais arrêter rapidement. Je vais peut-être vous la montrer à la main. Ce que je voulais vous montrer. C'est toujours le syndrome. Là, c'est pas quantique, hein, c'est simplement un bug. On va résumer ça en un bug. Je vais vous remontrer l'exemple que je voulais illustrer. Voilà. Voici un massif. On est dans le secteur du Cognambo. On est au niveau 0 ou à 1 mètre de profondeur. En rouge, c'est la latérite rouge, grosso modo, je vais résumer. En violet, c'est les péridotites saines. Je résume la roche massive. Et en fonction de la profondeur, tout doucement, vous voyez se dessiner l'emprise du gisement. Eh bien, sans sondage, on a l'emprise du gisement. Et dans ce secteur-là, on avait quelques centaines de forages, dont plus de la moitié étaient en dehors de la zone intéressante. Alors, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de gisement là où on sait qu'il n'y a pas de gisement. On confirme. L'absence de preuve n'étant pas la preuve de l'absence, on fait un trou pour confirmer. Mais on va faire des économies quand même sur l'impact. Deuxième exemple. Alors ça, je tiens beaucoup à le montrer,
même si je mets en colère mes collègues mineurs. Un petit exemple sur le secteur du Boulinda, et puis j'aurai terminé. En jaune, là, vous voyez les emprises des périmètres des mines actuelles. Et puis là, il n'y a pas de mine, il n'y a pas de permis. Si en sortant de la salle, vous allez tout de suite poser un permis ici, je vous conseille, on a identifié par exemple grâce à cette technique des réserves, pas des réserves, le mot a un sens, des ressources potentielles qui ont un intérêt et qui ne font pas l'objet d'une investigation. Ça ne veut pas dire qu'on va les investiguer, mais au moins on sait qu'elles existent et c'est important, cette connaissance. Je reviens à ma présentation, rapidement pour la terminer. Oui, on peut bien travailler complètement, voilà. Ces informations et ces mesures, elles ont été faites pour la mine, mais elles n'intéressent pas que la mine. Elles intéressent l'eau également. Ce que je vous ai montré pour le gisement minier marche très bien pour l'eau. Je ne vous montrerai pas l'illustration, on n'a plus le temps, mais on pourra la faire plus tard. On a la capacité de voir l'eau aussi avec ces outils-là, donc avoir une idée des ressources en eau. On a la capacité de connaître ce que je vous ai appelé le recouvrement, cette phase d'altération. Ça veut dire qu'on peut aider à la compréhension des risques naturels. C'est ce recouvrement sur les massifs miniers qui ont tué en 2016 à Welu. Donc la connaissance de l'épaisseur de recouvrement est important pour gérer les risques. Vous voyez que ce type d'information, qui au départ était dans une optique bien spécialisée sur la mine et le gisement, a des déclinaisons sur l'ensemble de nos sciences, du moins en géologie. Je vous remercie. Des questions éventuelles ? Oui, bonsoir. Concernant l'eau, est-ce que vous avez une idée déjà de la profondeur de détection que vous pourriez obtenir ? En fait, non. Alors, il faut savoir, la profondeur de détection de la méthode, on descend à 450 mètres, on peut voir l'eau jusqu'à 450 mètres. Maintenant, il faut que l'eau réponde, il faut que l'eau donne un signal. Je vais vous montrer ce petit exemple très rapidement. On va passer les premiers mètres de profondeur. On est sur le secteur de la Conée. Vous connaissez la Conée, le secteur de la plaine alluviale de la Conée. Vous voyez ici des choses bleues. On soupçonne que ce sont les eaux proches de la surface. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ici, ça correspond à une ressource en eau qui n'est pas exploitée et qui pourrait aider le territoire. Et puis je vais descendre, voyez, et hop, j'ai fait disparaître l'eau. J'ai fait disparaître cette chose bleue. Et on va la retrouver beaucoup plus loin. Elle réapparaît ici. On appelle ça le biseau salé. Voilà typiquement une application. Maintenant, vous dire exactement que les premiers horizons que je vous ai montrés au départ, je remonte en profondeur, je reviens vers la surface des terrains. Pour vous dire que ça, c'est de la ressource en eau, il me faut encore des sondages. La géophysique est toujours une méthode indirecte. Pour passer d'une méthode indirecte à une vérité de terrain, il nous faut un sondage pour vérifier qu'il y a bien de l'eau à la profondeur de 7 mètres. Merci. J'ai une autre petite question rapide. Avec votre système, donc votre procédé magnétique, en fait, c'est une sorte de détecteur de métaux, l'hélico, enfin, grossièrement. On ne détecte pas du tout le métal, on détecte la résistance des roches. Ah, la résistance des roches, d'accord. Ouais. Est-ce que vous pourriez imaginer, enfin, on pourrait penser pouvoir détecter autre chose que du nickel, par exemple, faire une différenciation entre je sais pas. Je vais vous résumer sur la problématique du nickel. Le nickel, c'est 3% dans les meilleures concentrations. En moyenne, c'est 1%, 1,8%. Vous doutez qu'à ces pourcentages-là, on voit rien. Pour qu'on puisse détecter quelque chose, il faut vraiment, en l'état des outils actuels, qu'il y ait une réponse vraiment spécialisée, vraiment forte. Cette réponse, on l'observerait éventuellement sur de l'eau, sur du biseau salé, on l'observe très très bien. Sur les métaux, à l'heure actuelle, j'y crois pas. On a tenté ça s'est appelé les avions renifleurs. Je reste encore très prudent. Je ne vais pas les relancer aujourd'hui quand même. Une dernière question. Bonjour. Juste pour répondre au monsieur, ça détecte pas le nickel, hein, ça détecte les roches potentiellement porteuses de nickel. Voilà, c'était Magali, technicien sondage.
Oui, ma question, c'était de savoir, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des sondages pour connaître, j'imagine, la teneur en nickel et un certain nombre d'autres informations. Est-ce que on n'a pas beaucoup de recul peut-être sur cette méthode-là, mais est-ce que par projection statistique, à un moment donné, on pourrait se passer des carottages, des trous, pour effectivement faire des projections par rapport à ce qu'on voit sur l'outil, pour en déduire des teneurs en nickel ou en autres d'ailleurs minerais qui pourraient être présents dans le sol et qu'on a constaté expérimentalement un certain nombre de fois? En l'état actuel des données disponibles, je vous répondrai non. Ensuite, pour que le modèle marche, pour que cette hypothèse marche, il faudra quand même le caler, faire un calage du modèle. Si je fais que 2 sondages, c'est facile de faire passer une droite. Tous les mathématiciens vous diront qu'entre 2 points, faire passer une droite, c'est facile. Donc, pour que le modèle soit fiable, il faudra faire beaucoup de trous. Et je pense que quand on aura rendu le modèle fiable, on aura fait tous les trous nécessaires. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit le bon outil. Si je devais résumer, je suis capable de vous donner la forme de la bassine. Mais je ne sais pas où dans la bassine sont stockés et le nickel, ou bien l'eau, ou bien d'autres ressources. Mais je vous donne au moins la forme de la bassine.